L'erreur judiciaire a fait un braqueur. Roger Knobelpies a passé 26 ans de sa vie en prison pour des braquages. Sa vie bascule le 4 mars 1972. Il a 25 ans. La cour d'assises d'Évreux le condamne à 15 ans de prison pour un vol avec violence de 800 francs qu'il a toujours nié. Ensuite, c'est l'escalade. Sa vie est une suite de condamnations. Braquage, hold-up, fusillade. Il va connaître 12 prisons. Il replonge encore et encore. 26 ans de réclusion au total. L'histoire de Roger Knobelpies est celle d'un homme insurgé qui n'a jamais accepté sa peine. En prison, la solitude et la souffrance font de lui un écrivain. Toute sa vie, il n'a de cesse de crier sa révolte dans ses écrits. 10 livres au total, autant de témoignages d'une vie au banc de la société. Roger Knobelpies voit le jour en 1947 en Normandie, dans une famille misérable de 9 enfants. La mère élève la marmaille. Le père est un ramoneur qui refuse de se faire exploiter par un patron et préfère nourrir sa famille de chapardage. Roger Knobelpies revient à Elbeuf, la ville où il est né et où il a grandi. Donc voilà la porte, qui est toujours la même d'ailleurs, le 9 rue des Haies. C'est là où je suis né. On m'habitait là, 9 rue des Haies. Je suis né là le 15 septembre 1947. On m'a balancé dans la vie. Roger Knobelpies est très jeune quand, faute de moyens, la famille quitte cette maison pour aller vivre dans un baraquement de fortune. Aux périodes vivables succédaient les moments de dèche sur fond de poubelles et de soupe popue. À peine les allocations étaient-elles versées qu'elles servaient à payer les crédits multiples. Manger et relever du miracle, de la démerde. Aux humains, bêtes de somme, ne reste que l'alcool, le cul et le foin pour dormir. Toute son enfance, Roger Knobelpies a souffert du mépris porté sur leur tribu de 9 enfants. Il n'a jamais oublié les humiliations et la misère. Frédéric Conté est réalisateur. Il travaille actuellement à une adaptation cinématographique de Voleurs de poules, le livre dans lequel Roger Knobelpies relate son enfance. Il n'y a jamais assez, il manque de tout. Et ça, c'est une grande souffrance pour Roger, il en parle souvent. Il évoque souvent l'anecdote de quand il était gamin, il était à l'école, et qu'il n'avait pas d'argent pour se payer le pain au chocolat à l'heure de la récréation, et qu'il était là en bavant sur le pain au chocolat d'un petit garçon de la classe qui lui avait l'argent pour. Et c'était une souffrance profonde. Les sœurs de Roger Knobelpies habitent toujours dans la région. Thérèse, la grande sœur, évoque leurs souvenirs de ces années difficiles, où leurs parents se démènent pour joindre les deux bouts. Enfin, on n'avait pas la viande tous les jours, mais maman, quand même, elle faisait quand même de quoi qu'on mange, des pommes de terre avec du beurre dedans et de la crème. Même s'il n'y avait que ça, bon bah... Alors ça, c'est mon père, qui rendait service à tout le monde, qui était un personnage, qui était un marginal, un pirate social, qui voulait pas travailler, qui voulait pas se faire exploiter, mais qui avait le souci de nourrir sa famille, mais par des larcins, par ne pas se faire exploiter. C'est-à-dire qu'il disait, moi, les capitalistes, ils nous prennent pour des citrons, ils peuvent préciser les autres s'ils veulent, moi, on ne me presse pas. Quand l'argent vient vraiment à manquer, devant l'insistance de sa femme, le père de famille, surnommé Tonton, se résout parfois à rentrer dans le rang. La mort dans l'âme, il se rend à la NPE. Pour Roger Knobelpies, qui revient aujourd'hui à l'endroit où se trouvait le baraquement de la famille, ces moments restent un souvenir d'humiliation. Il n'y avait pas d'argent à la maison, la misère ravageait notre table, alors il se décidait d'aller au boulot, quoi. Alors il se rasait avec son coupe-chou et puis sa glace, on le barrait là, et on le voyait se garer 200 mètres avant la NPE, parce qu'il avait honte de sa voiture. Et puis il allait chercher le travail, donc il s'était rasé de près, il avait fait
un costume qu'il avait récupéré au stock américain, une veste. Et après, maintenant, quoi, quand je revois cette image, je me dis que c'était la pire des choses, quoi. Quand mon père allait chercher du travail, j'ai la vision de quelqu'un qui allait en prison. Il était voûté. Roger, on le sent déjà comme le digne héritier de son père, avec ce côté donc refus total de rentrer dans le moule de la société. Ça, c'était des bases qui ont été inculquées par son père, ça c'est certain. Il dit souvent, travailler, c'est être esclave. D'ailleurs, c'était Tonton qui disait ça, et qu'il ne peut pas se résoudre à l'idée d'être esclave. C'est le père de la famille Knobelpies qui va initier ses fils au vol. Pour Roger, troisième garçon de la fratrie, le vol devient un moyen de rester en marge de la société, d'être libre. Bagnard, pouilleux, tu finiras en prison comme ton père. Mon destin fut d'être un révolté, toujours un révolté. L'enfant que j'étais pensait mal, rêvait mal, et louait le diable en fixant ses mains pour qu'elles deviennent crochues. La hardiesse du voleur s'imposait à moi. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Roger Knobelpies, lui, entre dans la délinquance dès son adolescence. À 14 ans, il commet ses premiers méfaits, alors qu'il est apprenti mécanicien. Je vais vous montrer la gendarmerie, la première gendarmerie où j'étais appréhendé. À l'âge de 14 ans, ils sont venus m'arrêter une fois. Et je me suis enfui par derrière. Bon, j'avais cambriolé mon patron. Voilà, il n'arrêtait pas de me mépriser, de dire que je bossais mal, que je ferais jamais rien dans la vie. J'étais apprenti, donc j'étais larbin, quoi, je ponçais les voitures. Et un jour, j'en ai eu marre, j'ai vu qu'il y avait un coffre. Je lui ai tapé le coffre. Les outils du garage. Alors la gendarmerie, logiquement, elle était par là. Ah, si elle est là-bas, elle était refaite. Ah, les gendarmeries, hein, c'est pas comme les immeubles pour les déshérités sociaux, c'est toujours refait. Hein. Roger Knobelpies est ensuite arrêté à plusieurs reprises pour des larcins et des cambriolages. Il commence à être bien connu des services de police de son département. Le 4 mars 1972, Roger Knobelpies a 25 ans. La cour d'assises d'Évreux le juge pour un vol avec violence de 800 francs, dont il s'est toujours déclaré innocent. Son passé de petit délinquant et sa personnalité le perdent. Le soir du vol, il dit être allé au bal avec ses frères et sœurs. Leur témoignage n'est pas pris en compte. Il y a bien des gens qui peuvent attester, même encore aujourd'hui, de cette erreur judiciaire, c'est ma famille. Ah ouais. J'étais au bal avec le Jackie et puis Daniel et Ghislaine. Et ça, jamais les juges ne l'ont entendu. Le procureur dira en pleine cour d'assises, c'est l'alibi de la tribu. Ouais. C'est-à-dire quand la famille vient témoigner, ça n'existe pas. Quoi. Les jurés le déclarent coupable sur leur intime conviction. Il est condamné à 15 ans de réclusion. L'enfermement commence dans cette prison d'Évreux, interminable. Moi, j'ai pris conscience que j'étais vraiment victime d'une erreur judiciaire au bout de 5 ans. Parce que je pensais tous les jours qu'on allait me libérer, qu'on allait venir me chercher, qu'on allait s'excuser. Et quand il s'est passé 5 ans, je me suis dit, mais il me reste encore 10 ans à faire. Et je vais vraiment les faire. Et là, j'étais l'homme plus seul au monde, quoi. Les années passent. Roger Knobelpies prend conscience qu'il va purger sa peine jusqu'au bout. Il contacte maître Thierry Lévy, un avocat parisien renommé, et le persuade de le prendre comme client. Ils se rencontrent à Fresnes, où Roger Knobelpies a été transféré. Quand moi j'ai connu Roger Knobelpies, quand je suis allé le voir pour la première fois dans ces années-là à Fresnes, personne ne s'intéressait à lui. Il était vraiment seul. Ce qui m'a laissé le souvenir le plus fort, c'est l'aspect de ce garçon qui avait à peine 30 ans à l'époque, et dont le regard clair était à la fois transparent et menaçant. Il était comme un animal en cage, et que tout en lui, dans ses comportements, dans ses gestes, dans ses mots, dans ses expressions, tout exprimait une révolte contre l'incarcération. La révolte s'accroît au fil des jours. Knobelpies multiplie les courriers.
et crève de la faim, et va jusqu'à se mutiler pour attirer l'attention du pouvoir. Voilà. Donc un jour dans la cour, c'était pas mon idée, il y en a un qui dit ouais on peut pas, Badinter, faut qu'il démissionne, et on a qu'à se couper un doigt, une idée comme ça, et elle fait son chemin. Et après ils viennent me voir, ils me disent on va se couper un doigt, tu te coupes un doigt avec nous, toi, t'es normal, t'es le rebelle, t'es le médiatique, c'est toi. J'ai moi si vous êtes 50, je suis le 51e. Alors on devait être 50, et puis par une trompe désertion, à l'arrivée, nous ne fûmes que 7. On s'est coupé un doigt, comme ça, avec des petits canifs. Les autres ont fait un mur. Le maton du Mirador a dit, il se passe quelque chose. Il y a un mur de détenus. Donc les surveillants sont arrivés en force, le gradé avec ses calons dorés. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Dédé Conquier, mon ami, il a pris l'enveloppe, il y avait 7 doigts dedans. Il dit, tiens, c'est des merguez pour Badinter. Voilà, donc on s'est coupé chacun un doigt pour que Badinter démissionne, il n'a pas démissionné. Ces appels au secours ne rencontrent que peu d'écho. Ce détenu enragé est placé à l'isolement sous le motif, se prétend innocent et n'accepte pas sa peine. C'est dans la littérature que cet homme enfermé trouve son salut. Comment est-ce que moi je suis venu à l'écriture? Parce que j'avais que mon certificat d'études, j'étais en prison à l'isolement et je devais me défendre, donc j'hurlais mon innocence, j'ai envoyé plein de lettres partout, j'ai très peu de réponses. Et puis je me suis mis à lire des livres et à prendre dans les livres des phrases qui pouvaient s'adapter à ce que je ressentais de ma douleur d'innocent. Un homme de Primo Levi m'a chevillé dans la lutte. À un moment donné, il dit, c'est dur de construire un homme, mais c'est encore plus dur de le détruire. Roger Knobelpies se met alors à lire frénétiquement. Il se forge une pensée, une identité. Il écrit pour sauver sa peau. Je ne pense pas que Roger Knobelpies aurait écrit s'il n'avait pas été incarcéré. C'est l'écriture d'une personne privée de liberté. Il y avait cette nécessité d'un exutoire. Oui. C'était un homme en ébullition. Son livre, QHS, relate des conditions d'enfermement épouvantables. Le sort qui est fait aux prisonniers dans ces quartiers de haute sécurité, qui visent à isoler les détenus et les déshumanisent. Il descend d'un homme au mitard. Ils sont 6 ou 7. Que sa tête cogne contre les marches, qu'importe. Un homme hurle. Personne ne bronche. J'ai envoyé 137 lettres au président de la République, sans jamais obtenir la moindre réponse. J'ai fait des grèves de la faim. Je me suis mutilé. Je me suis usé. Je suis resté 26 ans en prison, 8 ans à l'isolement, seul en cellule, seul en promenade, 8 années sans parler. Dans ma solitude profonde, je fixe un point de la cellule. Je m'hypnotise. Je m'en vais. Je quitte les murs. Roger Knobelpies parvient à mobiliser beaucoup d'intellectuels qui interviennent en faveur de sa libération. Il est finalement gracié par François Mitterrand en 1981, au bout de 12 ans d'emprisonnement. Il fait la une des médias. Pourtant, malgré sa sortie de prison, l'amertume est là. Hier, après que le président de la République vous ait gracié, vous avez quitté à 16h30 la prison de Melun. Aujourd'hui, c'est votre première démarche publique d'un homme redevenu libre. Je ne suis pas tellement heureux parce que, pour moi, c'est tiré par un voyou. Et puis, j'ai des sévices à l'intérieur que j'aurais beaucoup de mal à oublier. Et donc, je ne viens pas du bistrot d'à côté. Je viens d'une prison et je viens de l'enfer. À sa libération, Roger Knobelpies devient la coqueluche de toute la gauche caviar. QHS a un retentissement considérable et le consacre comme écrivain. J'ai eu des critiques hyper élogieuses de mon livre QHS, j'ai eu une vente, un tirage énorme, près de 300 000 exemplaires. Et quand je suis sorti, tout le monde m'a dit, j'étais reçu dans tous les ministères, Mitterrand m'avait proposé la direction du centre Beaubourg. Enfin bref, j'étais à tu à toi avec les ministres. C'est vrai que à cette époque, j'ai eu le vertige de la notoriété. J'ai pris la grosse tête, je ne le cache pas moi-même. Et puis je passais dans la rue, on me serrait la main, et dès que j'allais dans une université pour faire un débat sur la prison, le soir à l'hôtel, j'avais toujours une nana différente dans mon lit. Roger Knobelpies est alors pris dans un tourbillon médiatique. La voie semble toute tracée. Les livres s'enchaînent.
Pourtant, malgré la gloire, l'argent, les femmes, dès 1982, il replonge pour des braquages. Dans son esprit, la violence devient légitime. Sa haine est indestructible. La société doit payer. En 10 ans, il est jugé à 3 reprises. Une fusillade avec la police à Elbeuf en 1982 qui blesse plusieurs personnes. Il prend 7 ans. Une attaque de fourgon blindé à Palaiseau en 1983 pour laquelle il est finalement acquitté. Enfin, un hold-up dans les Pyrénées-Orientales en 1987 pour lequel il est condamné à 9 ans. Roger Knobel Peace est entré dans un cycle de vengeance sans fin. Les années de réclusion s'accumulent. Il est transféré de prison en prison. Évreux, Fresnes, Rouen, Mulhouse, Colmar, Besançon, Caen, Poissy, Château-Thierry. J'avais passé 12 ans en tôle, il fallait que la société paye. Et j'ai fait payer au portefeuille. Pas grand-chose pour moi. L'erreur judiciaire, ça n'a pas de prix. Je n'ai pas réintégré cette société. Je ne pourrai jamais la réintégrer. Je suis dans la représentation, je fais semblant d'être, mais non. Pour Roger Knobel Peace, l'heure de réintégrer la société est venue. En 1990, il est libéré de la prison de Perpignan. Ce sera sa dernière incarcération. Il décide de tourner la page. Il vit désormais dans la région parisienne. Tout ça, il ne passe pas. Même s'il fréquente encore des personnalités ayant appartenu au milieu. Il est notamment très proche de l'ancien gangster François Marcantoni. Roger Knobel Peace a définitivement abandonné son ancienne vie. C'est nous les vedettes, c'est eux, c'est les employés. Il vit maintenant de sa plume, se consacre à ses livres et à leur adaptation cinématographique. Le Dépanneur est un polar où il évoque un milieu qu'il connaît bien, celui du banditisme. Samuel Le Bihan a acheté les droits du livre et travaille à son adaptation. Les deux hommes se sont rencontrés sur le tournage d'un film de Bertrand Tavernier et sont devenus proches. C'est un révolté, Roger. C'est un homme en colère, donc et il l'est toujours. Hein. Il a grandi comme ça, c'est-à-dire que sa colère est devenue un outil de communication et est devenue sa façon à lui de s'intégrer dans la société, de trouver sa place. C'est devenu une part de lui-même et il est ça profondément. Alors aujourd'hui, même en tant qu'auteur, en tant qu'acteur, en tant que personnage public, il reste un homme en colère. Et c'est ça qui est intéressant chez lui, on va pas lui demander de devenir un agneau, quoi. Tu viens là, mon chien d'amour. Viens là, mon chien d'amour. Roger Knobel Peace a été façonné par la prison. Aujourd'hui encore, il refuse de pardonner. Son envie de vengeance est intacte. C'est parce que la société ne permet plus la délinquance. Pour braquer les banques, il faut vraiment avoir une arriération mentale, quoi. C'est comme être un cow-boy sur son cheval, face à des mecs qui récupèrent l'ADN. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense à tous ces pauvres gens là, qui sont harcelés, à qui on prend leur maison, à qui travaillent, les banquiers, les huissiers arrivent, et ils ne peuvent même plus rêver de faire un hold-up. Un, il n'y a plus d'argent. Deux, c'est 100% d'arrestation sûre et garantie. On passe plus au travers. Imaginez comment c'est dramatique. Vous, je ne sais pas comment vous vivez, mais vous vous dites, quand vous êtes pauvre, ah ben un jour je vais braquer une banque. C'est une soupape, c'est salutaire, on le fait. Ben, beaucoup de gens ne le font pas. Mais tous les gens que j'ai rencontrés m'ont toujours dit, oh, qu'est-ce que j'aurais aimé braquer les banques avec vous, j'aimerais le faire. J'y allais pas, il n'y a rien. Il y a 15 ans de prison. C'est plus la peine.